La France va donc emprunter l'an prochain, non pas 270 milliards d'euros, mais 285 milliards d'euros sur les marchés financiers l'année prochaine pour financer effectivement les déficits et les dettes. Couplé tout ça à des taux d'intérêt qui remontent, ça n'a échappé à personne, ils ont plus que triplé en un an, et bien on aboutit à une charge d'intérêt, nous dit Bercy, qui devrait dépasser les 50 milliards d'euros l'an prochain. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Si on croit Bercy sur les prévisions, sur la trajectoire, en 2027, le service de la dette, les charges d'intérêt qu'on rembourse juste pour, encore une fois, en lien avec la dette, le service de la dette, comme on dit, coûtera 70 milliards d'euros. Oh, 70 milliards. On se rappelle qu'en 2020, c'était 30 milliards. C'est comme en 7 ans, 2,5 fois plus. Ce sera à ce moment-là le premier budget de l'État devant l'enseignement scolaire, devant l'éducation. On s'inquiète ou pas? Vous allez me dire que non, que rien ne vous inquiète jamais, que tout va bien, continue comme ça? Non, sérieusement, c'est une vraie question. Est-ce qu'on s'inquiète on peut toujours s'inquiéter de ces questions-là. Je veux dire, la soutenabilité de la dette publique, c'est pas un petit sujet. Et on peut pas le balayer d'un revers de la main. Après, on vit dans un monde aujourd'hui où il y a de l'inflation. On a un peu perdu l'habitude. Et quand il y a de l'inflation, tout bouge. Donc oui, la dette publique, elle paraît s'envoler, la charge d'intérêt, elle paraît s'envoler, mais il y a aussi une augmentation des recettes fiscales, il y a aussi une augmentation du PIB. Si vous calculez la dette publique en points de PIB, David 110 milliards. 110%, pardon. 110%, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'entre 2022 et 2023, par exemple, donc là, 2023, c'est des chiffres quasiment arrêtés, il y a une baisse de pratiquement 2 points du ratio dette sur PIB. On est passé de 111,8 à 109,7. Donc on ne s'inquiète pas. Alors, c'est pas qu'on ne s'inquiète pas, mais il faut quand même, disons, remettre les choses dans leur juste perspective. Donc, en point de PIB, pour simplifier, la dette publique, elle est stabilisée. À un haut niveau. À un haut niveau, voilà. Donc on peut dire, oui, bon, c'est quand même embêtant, il va y avoir des hausses de taux qui vont venir, donc qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est qu'il y a plein de choses. Il y a, oui, des hausses de taux qui viennent, qui changent petit à petit la charge d'intérêt qu'on paye. Alors vous voyez pourquoi petit à petit, parce qu'en fait, on emprunte beaucoup à taux fixe, voilà, c'est un gros paquebot, on emprunte beaucoup à taux fixe, qui a 3 000 milliards de dettes, là on emprunte... On refinance pas tout. 280, c'est-à-dire moins de 10%. Ouais. Et c'est moins de 10%, on va leur appliquer le taux d'intérêt d'aujourd'hui, qui, 3,5. si j'en crois le site Boursorama. Et vous avez raison. Et oui, il faut l'utiliser parce que c'est très bien fait, c'est très bien documenté. Alors c'est pas à 3,5, c'est 3,48, 3. Soyons précis. Donc c'est un tout petit peu moins que 3,5. Ouais. Donc effectivement, c'est un taux relativement élevé. Alors, c'est pas si élevé que ça, c'est-à-dire que c'est un taux d'intérêt qui est quand même plus faible encore que celui que payent les ménages ou les entreprises. C'est un taux d'intérêt qui est plus faible que la plupart des pays dans le monde. Et même quand on le compare par rapport à l'Allemagne, vous savez combien c'est? 2,80. 2,92 aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas très éloigné de celui de l'Allemagne. Il y a un gros demi-point de différence. On est à des taux d'intérêt qui sont relativement faibles et qui vont jouer que sur 10% de la dette. Oui, sauf que, pardon, mais quand on met 70 milliards, quand on mettra 70 milliards, et encore, si tant est qu'on ne soit peut-être pas au-delà, si les taux d'intérêt sont plus hauts que ce que Bercy a anticipé, bref, 70 milliards pour rembourser la dette, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans la transition énergétique, qu'on ne met pas dans notre armée, qu'on ne met pas dans notre éducation. C'est ça le résultat. Et voire même, on arrive à devoir emprunter pour rembourser les intérêts. Pardon, un ménage qui fait ça, il va droit dans le mur. Oui, mais l'État n'est pas un ménage. Alors pourquoi l'État n'est pas un ménage, David? Déjà, l'État ne meurt jamais. Oui, c'est quand même un point important, donc il ne meurt jamais. Et donc, il peut maintenir... Enfin, l'Argentine a fait faillite, pardon, je sais que ça n'a rien à voir. Mais oui, voilà, c'est ça n'a strictement rien à voir. Les pays qui font faillite, ça arrive. Ça arrive, mais c'est dans des circonstances assez particulières, oui. C'est des pays assez particuliers. Les pays de la zone euro qui font faillite, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu la Grèce, on l'a sauvée. Voilà, et on l'a sauvée. Quel prix? Donc, ça vous dit un peu ce qui peut se passer. Donc oui, on a une part importante de la charge d'intérêt, mais l'État n'est pas un ménage, parce que par ailleurs, si jamais demain l'État a décidé de baisser brutalement sa dette publique en équilibrant son budget, ça aurait des conséquences économiques qui feraient que peut-être on aurait moins d'activité économique, moins de recettes publiques, et peut-être pas la diminution de la dette qu'on attend. Ou en tout cas, il faudrait imposer une purge longue, douloureuse, pénible, et pendant laquelle on n'investirait ni dans l'éducation, ni dans la recherche, ni... Parce que moins de croissance égale moins de recettes. Et oui, et peut-être qu'il vaut mieux garder cette dette, investir à crédit, comme vous le sous-entendez. Oui, sauf que quand on investit à crédit avec des taux d'intérêt à 0%, c'était très bien. À 3,5, c'est plus tout à fait la même histoire. Sauf qu'à 3,5, les taux d'intérêt, ils sont quand même, en termes réels,
négatif. Déduction faite de l'inflation. Déduction faite de l'inflation. 5% d'inflation. Ou si vous prenez le R-G cher à Thomas Piketty, bah, le taux de croissance, il reste. Pardon, Thomas Piketty qui sera notre invité demain à 12 h en direct sur Boursorama. Merci d'en faire la promotion. Et donc, si vous calculez le R-G, en fait, ça me rappelle mes études. C'est le taux d'intérêt moins le taux de croissance, ah oui. que vous prenez soit en termes réels, soit en termes nominaux. Quand vous calculez R-G, bah, en fait, pour l'État, R-G est négatif. Et donc, ça veut dire que ce que vous pouvez attendre du futur, G, eh ben, l'emporte sur ce que vous payez aujourd'hui. Le taux d'intérêt, l'inflation est à 5 aujourd'hui. Elle sera sûrement à 3 espérons-le, sous 3 dans 2 ans. Si les taux d'intérêt sont plus élevés, là, pour le coup, on sera en intérêt réel positif. Ok, mais ça, c'est si les taux d'intérêt sont plus élevés, parce que si l'inflation ralentit, qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt? Bah, peut-être qu'ils vont baisser aussi avec l'inflation. Et donc, on restera dans un monde où, qu'est-ce qui se passe fondamentalement, pour qu'on comprenne bien pourquoi on peut emprunter? Parce qu'en fait, la dette publique française, la dette publique allemande, la dette publique italienne, en fait, toutes les dettes publiques européennes, portugaises, on a compris, ou la dette publique américaine, sont ce qu'on appelle des actifs sûrs. Quand vous êtes un fonds de pension et que vous payez des retraites avec des échéances qui peuvent aller jusqu'à 40 ans, c'est-à-dire il y a des gens qui vous placent de l'argent dans votre fonds et vous devrez leur donner une rente dans 40 ans, vous avez besoin d'avoir des actifs sûrs, parce que si vous avez des actifs incertains... Et votre point, c'est quoi? Et le point, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs sûrs sur la planète. D'accord. Donc si les investisseurs se dessaisissent de leurs obligations souveraines françaises, qu'est-ce qu'ils achètent derrière, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est pragmatique. Ça explique pourquoi le taux d'intérêt sur la dette souveraine, il est plus bas que tous les autres taux d'intérêt. Et donc, on reste dans cette situation. Alors, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est un élastique qu'on peut tirer indéfiniment sans que jamais il casse? Non, sans doute. Et donc, il faut se préoccuper du niveau de la dette. Mais il ne faut pas se mettre à paniquer dès qu'on est passé de 3 000 milliards à 3 500 milliards, parce que ça n'a pas de sens, en fait. Et ça ne correspond pas à la réalité de l'appréciation aujourd'hui de la dette publique sur les marchés. Voilà. Donc, oui, il faut être préoccupé par cette question, parce que la soutenabilité, c'est une question sérieuse, et que cette qualité d'actif sûr, elle se mérite, elle ne se décrète pas. Et donc, voilà. Mais pour le moment, il n'y a pas de désendettement à marche forcée du gouvernement. Il n'y a pas de désendettement à marche forcée du gouvernement parce que, selon vous, et c'est vrai que ça pourrait pénaliser l'activité, il n'y a déjà pas beaucoup de croissance. S'il n'y en a plus, il n'y a plus de recettes. Et là, on rentre dans un cercle vicieux qu'on a connu sous François Hollande aussi. Qu'on a connu en 2012, c'est surtout au moment de la crise des dettes souveraines. Oui, c'est vrai. C'est pas la faute de Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'était entre les deux. Voilà, c'était entre les deux, mais c'est la faute ni de l'un ni de l'autre. La crise des dettes souveraines, c'est quand même avant tout. Non, mais le choix d'augmenter les impôts pour tout le monde. Ah oui, mais ça, c'était un choix qui a été surtout fait collectivement en Europe et qui a conduit effectivement. Quand on compare l'évolution de l'économie européenne par rapport à l'économie américaine, dans les suites de la crise financière de 2008, c'est assez spectaculaire parce que, en fait, de 2008 à 2012, les trajectoires sont assez proches. Ouais. Et à partir de 2012, ça diverge. Le chômage augmente en Europe. Avec la rigueur. Avec la rigueur. Enfin, la rigueur. Alors qu'il diminue aux États-Unis. Donc, oui. Et aujourd'hui. Les Américains qui ont aujourd'hui 6,5% aujourd'hui de déficit public. C'est ça. Voilà. Et personne ne vient leur chercher des noises. En tout cas, vous ne faites pas une émission pour dire la dette publique américaine s'envole. Xavier Timbaud, est-ce que vous pensez que c'est grave quand même? On s'autoflagelle? Un peu. Un peu, et surtout, on ne comprend pas bien les mécanismes qu'il y a derrière. Enfin, encore une fois, la soutenabilité, c'est une question extrêmement sérieuse et importante. Mais il n'y a pas de question aujourd'hui, au moment où on se parle de soutenabilité de la dette française. Il n'y a pas de question aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, oui, il n'y a pas de question de soutenabilité de la dette publique française. Bon, quand aujourd'hui on se refinance à 3,5%, enfin l'État français se refinance à 3,5% sur la maturité 10 ans, on a Bercy qui tape toujours sur un taux de financement fin 2024 à 3,5%. Au rythme quand même où on voit la tension, notamment sur le souverain obligataire américain, on est à 4,80. Est-ce qu'on se dit que cette prévision de Bercy n'est pas un peu optimiste? Si, on peut se dire ça. Voilà. Si on compare la prévision de Bercy en avril 2023, donc il n'y a pas très longtemps, et celle qui a été faite maintenant, fin septembre. Ils ont rehaussé de combien? Ils ont rehaussé en gros de 0,2 points la charge d'intérêt. 0,2 points de PIB, la charge d'intérêt. Donc c'est pas négligeable en fait. Je crois que c'est 0,2% sur le taux d'intérêt. Non, c'est 0,2 points de PIB, l'impact sur la charge d'intérêt. Donc c'est pas négligeable, c'est une augmentation assez significative, et c'est surtout sur une période de temps très court, c'est sur 6 mois. La révision, elle est... voilà. Donc oui, enfin, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un sujet sérieux, parce que
voyez, ce genre de révision de Et puis la ça fait boule de réalité, neige, année après année aussi. Hein. voilà, ça s'accumule. Et puis bon, 0,2 point de PIB, c'est beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de budget. Si on les augmentait de 0,2 point de PIB, on desserrait les contraintes budgétaires. Ouais. Oh, pour l'instant, encore une fois, vous avez raison de le souligner, l'État français se place sa dette sans sans anicroche, sans encombre, mais rien de garanti. Et on a vu, encore une fois, par contre, c'était fin 2022, Liz Truss en grande difficulté au Royaume-Uni, en proposant un budget d'ailleurs de baisse d'impôts, budget ultra-libéral qui n'a pas plu du tout au marché financier, comme quoi on n'est pas à l'abri d'une contradiction. Hein. C'est ça, mais il y a une petite différence entre le Royaume-Uni et la France, c'est le Brexit. Et le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro. Et oui, depuis 2012, l'euro a changé et devient une zone de protection qui augmente la qualité d'actifs sûrs de la dette publique française. Ce qui n'est pas le cas pour le Royaume-Uni. Et donc, ça se paye par effectivement le fait que le sujet est plus aigu, plus sensible au Royaume-Uni qu'il ne l'est en France. Qu'est-ce que vous répondez aux experts, aux économistes qui nous disent que le coût de la dette risque de nous asphyxier? Notamment, je lisais un billet de Marc Toiti, l'économiste Marc Toiti. Il est anxiogène à souhait ou Complètement. il a un temps d'avance? Il est complètement anxiogène. On ne sera pas asphyxié. Encore une fois, c'est un problème qu'il faut regarder, c'est un problème qui est préoccupant. Il y a des montants qui sont considérables qui peuvent augmenter et pour lesquels on a peu de contrôle, si ce n'est de continuer à convaincre tout le monde qu'on est un actif sûr, ce qui n'est pas une mince affaire. Et vous avez raison de rappeler l'épisode de Liz Truss et du Royaume-Uni, parce qu'effectivement, on a bien vu que un gouvernement qui change, qui prend des décisions un peu erratiques. Flamber des taux souverains anglais, et derrière, on met au placard le projet de budget. Enfin, je veux dire, quand le FMI déclare publiquement que votre budget c'est n'importe quoi, parce que c'est ce qui s'est passé, vous voyez qu'effectivement, cette confiance, elle est longue à bâtir et puis elle est très facile à détruire. Voilà. Bon, donc il faut toujours avoir ça à l'esprit. Ça peut aussi nous arriver, ça peut toujours nous arriver, et on n'est jamais à l'abri de ce scénario-là. Mais on n'en prend pas le chemin, quand même. Non, on n'en prend pas le chemin, David. Alors, on peut regarder un petit peu, effectivement. Il y a une question... Si on se reparle dans quelques semaines avec l'État français qui s'endette à 4 ou 4,5, je pense que vous ne tiendrez plus ce discours-là. Mais non, mais encore une fois, je vous dis, c'est un sujet sérieux, il faut regarder ça avec attention, donc le pire n'est jamais impossible. Donc oui, on pourra en reparler à ce moment-là. Après, si on essaye de se projeter un tout petit peu en avant, en 2027 par exemple, en 2027, dans la projection qui sont faites par tous les États européens, alors ça vaut ce que ça vaut parce que ça ne sera pas forcément réalisé, mais effectivement, en 2027, la France sera le pays qui aura le moins réduit sa dette publique. On sera le cancre en 2027. On sera un peu le cancre. Donc il faudra qu'on soit assez solide sur nos appuis pour arriver à expliquer ça. Ça risque d'être un peu rude et il risque d'y avoir une pression de nos partenaires européens. C'est aussi cette pression de nos partenaires européens qui contribue à cette qualité d'actifs sûrs. Vous voyez, c'est l'idée qu'on n'est pas tout seul et qu'on est un peu une force de rappel gens qui nous disciplinent. Oui, il y a une force de rappel. Mais bon, en tout cas, en 2027, cette force de rappel, elle va peser assez lourdement sur nous pour nous dire, voilà, vous écartez un peu. Vous y croyez, vous, on finit là-dessus, 2,7% de déficit public pour la France en 2027. L'équation, on a du mal quand même à y croire, avec une croissance surestimée, avec aucun effort d'économie structurelle sur la dépense publique. Non? Vous y croyez, vous, honnêtement, sans faire d'efforts? Alors, et vu toutes les dépenses qu'on doit augmenter, la transition énergétique, l'armée et compagnie. Oui, j'y crois. Il y a quand même un facteur important dans cette réduction du déficit, c'est l'arrêt des dispositifs de soutien à l'activité. C'est pour l'année prochaine, ça. Qui ont coûté horriblement cher. Oui, mais ça va contribuer énormément à faire passer le déficit de 4,4 à 2,7. Ouais. Donc une grosse partie du chemin, elle est réalisée par ça. Et ça, on va arrêter de dépenser 30 milliards d'euros. Il faut quand même trouver 12 milliards d'euros d'économies chaque année en France d'ici 2027 pour aboutir à 7,7%. C'est une bonne remarque que vous faites, David. Mais de combien a été augmentée la masse salariale des fonctionnaires en 2022 3,5%. Ouais. Dans un monde où l'inflation était à 5,5%. On a gagné 2 points sur la masse salariale des fonctionnaires. Mais ça fait plus que 12 milliards, ça. Donc, vous voyez, en fait, ces économies, on les fait simplement par cet effet de l'inflation. Donc, tant qu'il y a un peu d'inflation, sans s'en rendre compte, parce que ça ne se traduit pas par... En indexant pas. Mais en indexant pas un certain nombre de choses, ou en sous-indexant un certain nombre de choses, mais en fait, on va réaliser ces économies. Et ça aussi, c'est un facteur qui va jouer assez puissamment. Alors, quand il n'y aura plus d'inflation, ça sera plus difficile. Mais pour le moment... Le barème de l'impôt sur le revenu a été indexé correctement, les retraites... Non, il n'a pas été indexé correctement, David. Mais non, il a été... 5% cette année pour 2024. Il a été indexé sur l'inflation, mais il n'est pas indexé sur les revenus. Or, les revenus réels
des Français vont augmenter encore cette année. Et donc ça aussi, ça va conduire à ce que le taux d'imposition augmente. Enfin, je veux dire, tous ces petits détails, les uns après les autres, font que dans une période où l'inflation augmente, en fait, l'État est gagnant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'il y a peu de choses qui sont indexées. Le SMIC est indexé, certaines prestations de sécurité sociale sont indexées, mais sinon, l'État arrive à jouer de l'inflation pour réduire ses dépenses et augmenter ses recettes. L'État qui voit d'ailleurs... Quand la TVA, vous voyez, elle est parfaitement indexée. Là, pour le coup, quand les prix augmentent, les recettes de TVA augmentent. Et donc, cette mécanique, elle fait que l'État gagne un peu. L'État qui voit d'ailleurs, le gouvernement qui voit l'inflation finir là-dessus à 2,6% fin 2024, ça me paraît largement optimiste aussi. Alors, c'est effectivement largement optimiste. Il y a des raisons de penser qu'on sera en plus. On est en train de faire une prévision à l'FCE, on est à un chiffre qui est significativement supérieur à celui-là. Un point au-dessus ? Un point au-dessus. Donc oui, il y a là-dessus une certaine incertitude. Il y a un peu de pensée positive de la part de l'État, parce que derrière l'inflation, il y a la question du pouvoir d'achat. Bon, même si, en fait, du point de vue de l'État, un peu plus d'inflation, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Vous le sortez quand ? Vous la sortez quand, votre prévision ? Eh ben, on la sort le 17 octobre. D'accord, parce qu'on reçoit la semaine prochaine Thomas Cazenave, le ministre des Comptes Publics, je vous en parlerai au passage. Mais oui, par lui. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Salut Xavier. Salut David.